Et puis, donc, on va avoir une conférence qui est pour une approche ouverte, mutualisée et outillée de la conformité open source, projet Hermine. Donc, c'est Benjamin Jean et Camille Moulin qui vont nous parler de ça. Et je vous laisse la parole. Je regarde au niveau de timing, vous avez jusqu'à 50. Et derrière, non, on n'a pas plus de temps. Donc, jusqu'à 50. On a le droit d'enlever le masque? Non. C'est une question. Pour parler dans le micro, c'est mieux. Si vous insistez, je le fais. Ouais. C'est pas à moi de dire oui, tu peux le faire. Non, mais du coup, je te reconnais là. Mais je vois que les gens là dans la salle, ils sont prêts. Voilà. Non, en plus, oui. Très bien. On garde nos distances, on enlève le masque. Et on fait attention Hop, je me remets. à la distanciation. Donc, bonjour à toutes et à tous. La présentation, je pense en même temps, le timer, d'aujourd'hui sur donc, le projet Hermine. Projet Hermine pour une approche ouverte, mutualisée, outillée, la conformité open source. Et donc, c'est une présentation que je fais moi-même, donc Benjamin Jean. Je suis le président fondateur du cabinet InnoCube, aussi contributeur à un certain nombre de projets logiciels libres avec... Camille Moulin, je suis consultant dans le même cabinet InnoCube. Et aussi contributeur à un certain nombre de projets logiciels libres. On le dit parce que pour nous, c'était quelque chose d'important, ne serait-ce que dans le projet Hermine en lui-même. InnoCube, c'est un cabinet de conseil en stratégie. On s'appuie. L'idée, c'est d'appuyer d'un point de vue stratégique l'utilisation et la réutilisation et la diffusion de projets et de modèles ouverts. On a une expertise technique toute relative, je dirais. On a avant tout un cabinet de conseil. Mais en revanche, on va assez loin dans ce qu'on peut apporter comme compétences et expertise, notamment en termes de conformité juridique liée au développement qui sont réalisés au sein des différentes organisations. Je ne rentre pas tellement dans les détails. Le but, c'est plus de parler du projet que de parler de nous-mêmes. On va verser cette tâche parce que je ne vois pas les slides. Donc, Hermine, c'est un projet open source, un logiciel libre. Il est pensé comme tel. On le pense aussi dès le début comme un projet communautaire. Donc, le but n'est vraiment pas que nous, InnoCube, portions ce projet à la place de ses utilisateurs, mais au contraire qu'il y ait une communauté qui vienne utiliser et donc maintenir pour favoriser et maintenir le logiciel en question. C'est un logiciel qui permet de gérer les obligations des licences open source dans le cadre des développements qui sont réalisés au sein des différentes organisations, donc en interne et aussi vis-à-vis des différents partenaires, prestataires. C'est aussi un projet qui vise à partager les interprétations des différentes licences libres open source qui sont liées aux composants open source identifiés dans ces projets-là. Pour ceux qui connaissent et qui ont touché justement à cet exercice de la conformité logicielle, notamment lié à l'open source, la difficulté elle est d'identifier d'une part les différents composants, mais aussi, une fois qu'on a les composants et qu'on a les bonnes licences associées, ça on y reviendra, d'avoir une interprétation, donc d'associer aussi le regard juridique lié à l'utilisation des différents composants au regard de leur licence et dans le contexte qui est celui de l'utilisation du logiciel. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mutualiser, parce que ça nous semble, d'une part, pertinent pour favoriser l'usage de l'open source, pour sécuriser au sein des organisations, mais aussi pour sécuriser de manière collective l'usage de l'open source, et donc favoriser, in fine, l'usage de l'open source à une échelle beaucoup plus élevée. Donc, c'est le premier constat sur lequel on revient, c'est que de toute façon, l'open source est de partout. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une seule personne, une seule organisation qui peut dire « moi, l'open source, je ne connais pas ou j'en utilise pas ». Une aparté très rapide, mais j'étais associé à un projet dans lequel on avait un CTO d'un grand groupe qui avait, j'allais dire promis, c'est pas le terme, mais qui avait signé un engagement selon lequel aucun composant open source n'était utilisé dans la solution qu'il livrait à son client. Jusqu'à le projet allait plutôt mal, jusqu'à ce qu'il y ait un audit de code et qu'on se rende compte qu'il y avait plus de 50% du projet qui était basé sur des logiciels open source, ces composants, des dépendances. Alors, il était de bonne foi, à mon avis. Bon, ça, on ne pourra pas vérifier. En tout cas, je pense qu'il avait vraiment la certitude que ces développeurs, ces ingénieurs n'utilisaient aucun composant open source. Sauf que c'est plus comme ça qu'aujourd'hui qu'on développe et que de fait, l'open source se retrouve de partout. Et même en voulant l'éviter, finalement, en fait, tous les outils qu'on peut mettre en place pour éviter l'usage de l'open source peuvent être mis en place aussi pour s'assurer que l'usage est bien conforme à ce que les licences imposent. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'open source, c'est pas du tout le domaine public. L'open source, c'est pas juste libre de droit, comme on peut voir de partout, comme on peut le voir parfois sur Internet. Je ne reviens pas sur toute la qualification juridique, où ça on pourra en discuter si vous voulez, l'expertise derrière, mais l'open source, c'est un mode d'exploitation des droits, des titulaires de droits sur les logiciels qui ont été développés. Donc il y a des développeurs, les développeurs ont des droits, plutôt que d'en faire un usage exclusif en disant si vous voulez l'utiliser, vous me demandez et je vous facture. Bon, ça peut être des licences, peu importe. Ils en font un usage inclusif en disant mon logiciel, je le mets à disposition sous tel terme, vous pouvez le réutiliser dès lors que vous respectez les termes. Donc l'usage de l'open source, c'est vraiment cette idée de cadre de réutilisation
qu'il faut nécessairement accepter d'une part et respecter d'autre part, parce que sinon vous êtes contrefacteur. C'est toute la force de l'open source en fait, c'est d'être dans une logique vraiment d'ouverture et de collaboration, mais de s'appuyer sur des fondements qui sont suffisamment forts pour que les gens aient tout intérêt à respecter l'open source. Et juste j'ai en aparté, ou en tout cas en plus de ça, il y a aussi cette nécessité donc d'avoir une conscience des différentes dépendances utilisées par les projets open source. Vous savez que maintenant, quand vous développez de plus en plus, vous ne développez pas tout vous-même, vous faites appel à des dépendances donc qui elles-mêmes font appel à d'autres dépendances. C'est-à-dire que quand vous développez votre code pour fonctionner fait appel à plein d'autres composants qui sont développés par plein d'autres personnes. Et ça, vous n'en avez même pas forcément connaissance ou conscience quand vous développez en lui-même. Vous avez conscience du premier niveau de dépendance auquel vous faites appel, mais vous n'avez pas conscience du reste. Et ça aussi, c'est un exercice qui est nécessaire et sur lesquels on s'appuie. En tout cas, l'idée d'Hermine, c'est de sécuriser cet aspect-là aussi, et qui permet d'ouvrir à d'autres enjeux pour les organisations, qui sont d'une part la sécurité. Donc une fois que vous savez précisément quels sont les différents logiciels, les différentes briques dépendances que vous utilisez dans tous vos produits, vous pouvez plus facilement, lorsqu'il y a une faille de sécurité qui est révélée à l'échelle mondiale, corriger la faille de sécurité dans tous les produits qui intègrent les dépendances. Et l'autre point qui nous semble, auquel on a une attache particulière, c'est aussi la question de la maintenance et la sustainability. Donc faire en sorte avoir conscience que les projets sur lesquels vous vous appuyez, parfois ils sont développés par juste une seule personne, ou par 2 ou 3 personnes. Et que si vous en faites un usage stratégique, si vous basez vos produits sur ces composants qui juridiquement sont soumis à des licences que vous avez validées, mais qui reposent sur 1 ou 2 personnes seulement, il y a un risque. Il y a un risque parce que la communauté peut en tout cas, ces 2 personnes peuvent très bien du jour au lendemain arrêter, ou on peut y avoir des problèmes plus graves. Mais donc cet enjeu de prendre conscience des personnes qui sont derrière les projets que vous réutilisez, ça c'est aussi quelque chose qui nous semble particulièrement important et qu'on cherche à intégrer dans le logiciel Hermine, et on y reviendra. Hermine, l'idée n'est certainement pas de réinventer la roue. Tout à l'heure, je vous disais, on est nous-mêmes contributeurs à un certain nombre de projets logiciels libres et open source. On est dans cet esprit-là, c'est-à-dire que ce sur quoi on travaille, c'est vraiment tout ce qui n'existe pas encore. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de s'appuyer au maximum sur les logiciels, sur les composants et les briques open source qui permettent de répondre à ces différents éléments, prise en charge des différents aspects de la chaîne de conformité. Et notre idée, c'est qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils open source qui permettent de répondre à un certain nombre de besoins, mais il manque encore beaucoup d'intégration, et aucun ne couvre l'aspect interprétation des licences, sur lequel on reviendra juste après. L'un des points sur la maintenance, c'est que cet aspect est parfois abordé, mais il est très souvent négligé. Donc on va nous dire oui, en général on ne le fait pas, ça nous arrive de le faire, mais en général on ne le fait pas. Donc le but, l'objectif d'Hermine, c'est vraiment de disposer d'une chaîne complètement open source, tout le code destiné à être open source, pour traiter l'ensemble des enjeux de conformité juridique au sein des organisations, et de partager tous les aspects d'interprétation des licences. Donc on s'intéresse à la fois aux personnes qui sont impliquées sur le code et aux personnes qui sont impliquées sur les aspects juridiques liés à l'open source. Et l'un des objectifs aussi associés à celui-ci, c'est celui d'améliorer la visibilité des enjeux de maintenance, donc de pérennité des projets qui sont réutilisés au sein des organisations, quelque chose qui est encore malheureusement trop peu pris en compte. Donc on a ces 2 parts. On parle de gestion mutualisée de la conformité logicielle. Je ne sais pas quelle conférence vous avez entendu jusqu'à ce jour, mais entre aujourd'hui et hier aussi, l'idée on peut partager un certain nombre de codes entre sociétés qui pourtant sont concurrents ou partenaires, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et c'est une évidence. L'idée de la gestion de conformité open source, c'est aussi cette idée finalement vous n'avez aucun avantage concurrentiel à faire seul une meilleure sécurisation de la conformité open source de vos logiciels. Tout au contraire, faites-le avec les autres. C'est-à-dire que finalement vous avez tout intérêt parce que ce que vous allez faire c'est un standard et on ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait différemment des autres, et en plus vous bénéficiez de tous les efforts et l'investissement qui est aussi celui des autres. Donc gestion mutualisée de la conformité logicielle, sur le code et sur les données, ce que je disais, on s'intéresse, on est impliqué dans un certain nombre de projets, ou en tout cas on échange avec un certain nombre de projets logiciels, de code ou de données qui sont nécessaires à interfacer dans le cadre d'Hermine, et Hermine fait cette glue entre cet ensemble d'acteurs. Pour le code, on parle notamment d'ORT, Yocto, ScanCode. Pour les données, Software Heritage, Clearly Defined et SPDX sont parmi les premières briques qui sont directement complémentaires à ce sur quoi on travaille. Et ça nous permet d'avoir une approche globale qui touche à la fois les aspects de licensing, de conformité d'un point de vue des licences open source utilisées au sein des composants des dépendances de vos projets logiciels. La sécurité, je l'ai dit, tout ce qui est sustainability, donc la pérennité, l'aspect maintenance et communauté associés à chacun des projets que vous utilisez, et toute la dimension export control qui intéresse un secteur très particulier, en tout cas des acteurs très particuliers,
mais qu'on rencontre quand même assez fréquemment et qui, pareil, une fois qu'on a une connaissance précise des logiciels et des composants qui sont réutilisés, peut assez facilement s'associer à tout ça. Je vous disais tout à l'heure, on veut le faire de manière communautaire, c'est ce qu'on a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être éditeur seul du projet, le maintenir dans le temps. Au contraire, ce qu'on voulait dès le début, c'est un projet qui a été, je ne l'ai pas dit, mais qui a été développé dans un premier temps pour faire nous-mêmes, automatiser nous-mêmes l'audit de code qu'on faisait pour un certain nombre de nos clients. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, c'était mieux, je dirais, pour nous comme pour eux, d'associer tous les utilisateurs de ces briques logicielles et données, de telle sorte à ce qu'ils puissent participer à la maintenance et en faire un projet beaucoup plus étendu que ce qu'on aurait pu faire nous seuls. Donc, on cherche à ce que l'ensemble des utilisateurs potentiels puissent prendre part au projet. Les premiers acteurs qui sont nos partenaires donc, sur ce projet, on en a un qui est dans la salle. Donc, il y a notamment RTE, OVH Cloud et Electra, qui ont donc fait le pari de travailler avec nous sur la base d'un certain nombre de développements qui ont été faits, et de telle sorte à avoir, j'y reviendrai dans quelques mois, une version complètement open source publique du projet. Ça, on en est plutôt content parce que ça nous permet à nous de préfigurer la gouvernance de la communauté et la gouvernance de la communauté sur la base de laquelle ensuite le projet pourra continuer à se développer. Le public cible, il faut que je me dépêche parce que je commence à empiéter sur le temps de mon co-intervenant. Je l'ai dit, équipe juridique, les personnes en charge de la conformité, les product owners et tout ce qui est open source programme Office. Si vous êtes restés 2 jours ici, vous avez tous entendu parler des OSPO. Bon, c'est ça, les personnes en charge de l'open source au sein des organisations. Et je te donne la main. Ok. L'idée, c'est de vous présenter un peu plus concrètement le fonctionnement du logiciel. Les principaux concepts qu'on utilise, c'est d'un côté donc, les produits que vous développez en interne, on appelle ça des products, et qu'on des releases. En fait, c'est les versions de vos produits, mais on parle de release pour distinguer ça des versions des composants open source qui sont impliqués dans vos produits. Au centre de ça, il faut qualifier l'usage que vous en faites. Parce que ça va avoir des conséquences juridiques. L'usage, c'est savoir si vous avez modifié le composant ou pas, le type de relation technique que ces composants ont avec le code propriétaire ou pas, ou votre code propre en tout cas. Et bien sûr, les licences qui sont appliquées. Et une fois qu'on a ces licences, il y a cette décomposition en obligations unitaires qu'on va regrouper après en obligations génériques. C'est dans le sens. Donc, globalement, on a une BOM qu'on importe. Donc actuellement, en fait, soit on utilise un format natif d'ORT, soit on utilise SPDX. Ça va, à partir de cette BOM, en fait, on va ressortir donc une série de licences et un nombre de contextes d'utilisation associés. En combinant ça, on va avoir un ensemble d'obligations, mais l'idée, c'est justement déjà de filtrer à ce niveau-là. Le modèle économique des logiciels propriétaires du domaine privilégie le fait de vous inonder autant que possible de faux positifs parce que ça vous donne l'impression que le logiciel est très utile. Quand vous avez un peu fait de conformité, vous savez que le premier ennemi, c'est justement les faux positifs. Donc l'idée, c'est de ne pas vous donner d'informations inutiles. Typiquement, vous dire que, ah oui, non, mais au cas où vous avez modifié, la licence dit que lorsque vous modifiez le logiciel, vous devez faire telle et telle action. Si vous ne l'avez pas modifié, vous n'avez aucun intérêt à le savoir. Donc, c'est ce tri qu'on fait dans les obligations qu'on liste. Et après, l'idée, c'est de recouper les obligations donc, précises de chaque licence en obligations génériques. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même, malgré les efforts, un grand nombre de licences open source courantes, on va dire à peu près 300. Quand je crois qu'il y en a à peu près 300 dans SPDX. Et donc, elles ont chacun leurs obligations spécifiques, mais même si elles ont une formulation propre, en gros, souvent, elles aboutissent au même processus pour les satisfaire. Typiquement, la majorité des licences va vous dire recopier le texte de la licence et la mention de copyright dans la doc. Elles ne vont pas vous le dire exactement de la même façon, mais in fine, ce sera la même chose à exécuter. Donc, en regroupant nos obligations génériques, ça vous permet d'avoir une visibilité et pas d'avoir une surcomplexité par rapport à ce que vous devez vraiment faire. C'est clair pour tout le monde quand je dis ça ou... C'est clair. Okay. Voilà. Après, l'autre degré de regroupement, c'est vous allez vous faire un socle d'obligations génériques que vous allez appliquer pour tout. C'est-à-dire que vos processus de base pour lesquels vous n'allez même pas vous poser la question de est-ce que la licence le demande ou pas, sachant que, comme de toute façon, ça va, l'uniformité du processus vous coûtera moins cher que l'exécution des obligations. Donc plutôt que
En gros, si je reprends le même exemple de mettre la licence dans la doc, le faire pour toutes les licences, même pour celles qui ne le demandent pas, typiquement comme la unlicense, la what the fuck, etc. Elles ne vous le demandent pas, mais le faire quand même, finalement, ça vous coûte moins cher que de trier et d'extraire les licences pour lesquelles vous ne devez pas le faire. Voilà, donc vous allez vous faire un socle d'obligations génériques. En revanche, il y a des obligations génériques que vous n'allez pas mettre dans le socle. Typiquement, tout ce qui est communication du code source à l'utilisateur. Ça, a priori, vous allez vraiment le faire que pour les licences qui le demandent. Donc concrètement, donc ça c'est l'état du POC actuel. Vous allez arriver à une qualification des licences qui est à la fois sur des critères génériques global de la licence, savoir si c'est une licence vraiment qui est conforme aux définitions de la Free Software Definition et à l'Open Source Definition, savoir si vous, à votre niveau, vous la jugez comme acceptable ou pas, ou selon le contexte, etc. Et ensuite, vous allez avoir cet aspect de décomposition de la licence, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la droite, vous voyez pour chaque licence, vous dites ok, celle-là, elle est rattachée à telle obligation, ça correspond à tel verbatim, c'est-à-dire que c'est ce morceau de texte vraiment de la licence qui me fait conclure à cette obligation, et un ensemble d'éléments déclencheurs. Ce que je vous disais, c'est ce sur quoi on va pouvoir filtrer en fonction du contexte. Donc, à la fois le statut de modification et aussi le motif d'exploitation. C'est-à-dire que est-ce que je distribue un code source, est-ce que je distribue un binaire, est-ce que je mets juste à disposition par le réseau le logiciel, etc. Et en fonction de votre contexte d'exploitation, vous n'aurez pas les mêmes obligations qui sont déclenchées. Donc, ce que je vous disais après, c'est à vous de gérer les obligations génériques, et vous voyez que vous pouvez les classer en métacatégories. Là, en gros, donc dans les métacatégories classiques, il y a tout ce qui est mention. Donc, vous pouvez avoir des mentions dans la doc, des mentions dans l'interface, etc. Il y a aussi un degré de passivité que je n'ai pas mentionné, mais c'est-à-dire que en fait, dans vos obligations, vous avez des obligations actives, si vous devez faire quelque chose, et des obligations passives. Donc ça, typiquement, tout ce qui est obligation passive, il n'y a pas le même type d'élément déclencheur. Et aussi, vous ne pourrez pas checker en fin au moment de réaliser que vous l'avez bien fait, parce que de toute façon, ça va être continu dans le temps. Donc typiquement, tout ce qui est obligation passive, c'est des obligations de non-agression sur la base de brevet ou de non-utilisation de la marque, etc. Et donc ça, vous voyez bien que ça s'adresse aussi à différentes équipes dans votre entreprise. Donc la plupart, c'est au niveau du développement QA, mais vous avez aussi au niveau de la documentation, vous en avez aussi du legal, parce que parfois vous avez des implications sur la licence globale de votre propre logiciel qui implique des composants open source, notamment en question de limitation de la garantie, etc. Voilà, donc ça d'ailleurs, c'est des choses que vous ne pourrez pas vraiment automatiser, et c'est vraiment à votre équipe juridique de le prendre en charge. Il y a une première interprétation qui est faite, mais sur laquelle ensuite on veut mutualiser aussi. Pour l'instant, c'est un premier projet qui... Oui, 2 minutes. Ok, avance. Ok, et donc ça c'est la classification des licences, c'est vraiment le premier aspect du projet. L'idée, c'est vraiment pas de se substituer aux choses, mais au contraire de leur donner un cadre de travail qui facilite l'analyse. Et après, il y a tout ce qui est analyse validation d'une release effective par rapport à ces critères-là. Donc vous avez différentes étapes de validation, déjà pour savoir si vous avez les données correctes, etc. Après, vous avez des questions de choix effectifs à faire. Donc ça, vous pouvez le mémoriser, mais initialement, c'est des choix qui sont plutôt manuels. C'est-à-dire que quand vous avez un composant qui vous est proposé sur 2 licences, laquelle vous choisissez, c'est l'une ou l'autre, ou voire les deux si vous voulez que downstream, ils aient aussi le choix. Après, ça vérifie la compatibilité des choix que vous avez fait avec votre politique de licence, et in fine, donc ça aboutit à une liste d'obligations que vous devez exécuter pour cette release en particulier. Donc la façon dont ça s'articule, c'est vous avez ces 2 pôles que je viens de décrire, et comme l'évoquait Benjamin tout à l'heure, la partie gestion des bill of material, ça s'articule naturellement avec les aspects de sécurité et de sustainability maintenance. Voilà, donc pour nous, l'idée, c'est vraiment aussi de se servir du juridique pour donner conscience de l'importance des questions de sustainability aux utilisateurs. On se donne 1 minute pour une question dans la salle. Ok, très bien. Oui. Déjà, on va applaudir. Je suis sûr qu'il doit y avoir une question, non ? Ouais. Oui, non, mais si, moi, j'en ai plein parce que le sujet m'intéresse vraiment. Ça a l'air
projet super intéressant que je découvre. Génial. Mais est-ce que vous avez déjà attaché la licence à des versions? Ou est-ce que, parce que il y avait un diagramme qui n'était pas très clair. La licence, elle est bien associée à une version du composant et pas au composant. Exactement. Ok. En fait, vous pouvez penser à eText. Typiquement, eText, ils sont passés d'une licence avec un Oui. copyleft avec un copyleft à déclenchement par le réseau d'une version mineure à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. D'accord. Il faut vraiment, il faut vraiment attacher une licence à une version et pas à un composant. Quand vous disiez que vous aviez des partenaires qui étaient des partenaires des boîtes en fait, et que vous alliez vers l'open source, vous imaginez que vous allez faire basculer dans une association où ça reste des partenaires? C'est-à-dire, pour moi, partenaire, malgré tout, il y a une notion de finance derrière, quelquefois. Pas Alors, toujours, mais on est souvent. partenaire Vous aussi, passez dans une asso, il y a plein d'assauts open source. Hein, donc, quelle est votre stratégie là-dessus? Ouais, là-dessus, on est partenaire au même titre que les autres partenaires qu'on a pu évoquer. Et l'idée, c'est là, on s'est donné 6 mois pour sortir un projet qui sera public et de travailler aussi. Il y a un steering committee sur la gouvernance du projet. Donc, il y aura peut-être une asso, on va peut-être rejoindre une fondation, j'en sais rien en fait. Mais l'idée, c'était pas de décider nous. L'idée, en tout cas, c'est pas du tout de faire dépendre d'Inocube. Ça, c'était notre volonté première et vraiment on la garde. Juste en complément là-dessus, effectivement, là on est encore dans la phase d'initialisation du projet, donc le projet n'est pas encore public, et comme disait Benjamin, c'est important qu'on ne prenne pas cette décision nous-mêmes. L'idée c'est qu'on privilégie en revanche tout ce qu'on peut en termes de transparence. On a ouvert un collectif chez Open Collective, typiquement pour dès maintenant en fait, donner une visibilité sur les flux financiers. Merci Benjamin et Camille, on va encore les applaudir. Merci.